Bonjour, bienvenue sur la chaîne Ton prof en pyjama. Aujourd'hui, c'est Nancy Reboux, qui est chercheuse en éthologie, qui va nous parler de communication animale et de sélection sexuelle. Bonjour à tous, je m'appelle Nancy Reboux et je viens de terminer un doctorat en éthologie. Donc l'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement animal. Quand je dis éthologie, il y a peut-être des gens qui disent « Ah ok, elle caresse du poney toute la journée ». Eh bah désolée de vous décevoir, mais ce n'est pas le cas. Souvent, on observe les animaux à distance. Dans le cadre de mon doctorat, j'ai étudié par exemple les macaques et plus précisément leurs cris. Donc j'ai passé de nombreuses heures à les observer, à les enregistrer, et ce de loin. Ça m'a permis quelque part de mieux comprendre leur communication. Qu'est-ce que la communication ? La communication, c'est un échange d'informations entre un individu émetteur, ici à gauche, et un individu récepteur, ici à droite, et ce par le biais d'un signal. À la réception de ce signal, l'individu récepteur peut modifier son comportement. Donc voilà un exemple simple. Le singe de gauche émet un cri agressif. Le cri, quelque part le signal sonore, est ici porteur d'une information, à savoir que le singe de gauche est agressif et peut attaquer. Cette information est perçue par le récepteur, le singe de droite, qui va changer son comportement et ici s'éloigner. Voici un exemple de communication, mais il y en a plein d'autres. Par exemple, chez le singe vervé, c'est un petit singe d'Afrique du Sud, les chercheurs ont montré qu'il y avait des cris différents en fonction des types de prédateurs. Donc par exemple, il va y avoir un cri si c'est un léopard, il va y avoir un cri si c'est un python, et il va aussi y avoir un cri si c'est un aigle. Et ce que les chercheurs ont aussi montré, c'est que quand un singe du groupe émet un cri, par exemple un cri que d'habitude il émet quand il y a un léopard, en fait c'est tout le groupe qui va monter aux arbres. Donc on est encore dans cette histoire de communication avec un émetteur, le petit singe, qui émet un signal, ici un signal vocal, un cri, qui est perçu par des récepteurs, l'ensemble du groupe, qui vont modifier leur comportement, à savoir monter aux arbres. Donc ici je vous ai donné plutôt des exemples de communication acoustique avec le son, avec les cris, car c'était l'objet de mon doctorat. Mais il existe d'autres types de communication. La communication visuelle par exemple, avec les parades sexuelles, donc chez certains mâles, ces espèces de danses. Il existe aussi la communication visuelle quand on parle de couleurs, donc avec certaines plumes hyper colorées chez certains mâles. Il existe aussi la communication électrique qui intervient plutôt sur l'orientation chez les poissons. Et enfin la communication chimique avec des phéromones. Donc les phéromones, ce sont des molécules qui sont perçues à de très grandes distances. Et ça permet par exemple aux mâles papillons de percevoir les femelles et ce de très loin. Donc il y a différents systèmes de communication, différents signaux, et ces signaux interviennent dans différentes fonctions biologiques, comme la nutrition, la protection des prédateurs et éventuellement le choix de partenaires sexuels. Et c'est justement ce qu'on va développer un peu plus ici, avec plus précisément la sélection sexuelle. Au cours de la sélection sexuelle, il y a cette idée que les mâles et les femelles n'investissent pas de la même façon dans la reproduction. Souvent, les coûts sont plus importants pour les femelles que pour les mâles. On va prendre un exemple avec des stylos. Imaginons que les femelles apportent le corps du stylo, c'est-à-dire le stylo sans le capuchon. Les mâles, eux, apportent les capuchons. Et le but du jeu, c'est d'avoir un stylo complet. Dans cet exemple, les femelles ont un coût de production plus important. Il y a le plastique du stylo, il y a l'encre, il y a aussi la petite bille en métal. Les mâles, eux, apportent juste un petit bout de plastique. Pour un même investissement, on voit bien que les femelles peuvent produire un nombre limité de corps de stylo, alors que les mâles peuvent produire plus de bouchons. Ceci peut provoquer de la compétition entre les mâles. C'est un peu la compétition entre les capuchons. Et le mâle qui gagne, c'est celui qui aura donné son capuchon à la femelle. C'est le meilleur compétiteur. Les femelles, elles, comme elles ne peuvent produire qu'un corps de stylo à la fois, elles devraient a priori choisir un mâle, choisir un capuchon qui va permettre au stylo d'être le plus résistant possible, qui va permettre d'avoir un stylo de meilleure qualité. Et cet exemple, ça donne quoi pour la reproduction chez les animaux ? Alors souvent dans le règne animal, les mâles produisent de petites cellules reproductrices, les spermatozoïdes, alors que les femelles, elles, produisent une grosse cellule reproductrice remplie de réserves énergétiques, c'est l'ovule.
il y a bien une différence d'investissement. L'ovule apporte toute l'énergie plus un complément génétique. Les spermatozoïdes, eux, n'apportent que le complément génétique. Et ça ne s'arrête pas là. Chez les mammifères, on a aussi l'investissement par rapport à la gestation, la lactation et éventuellement le soin aux jeunes. Alors, quand les mâles sont en compétition pour la reproduction des femelles, globalement, ça va être le plus fort qui va gagner. Et ceci favorise l'évolution de caractères dits d'armement. C'est un peu la course aux armements. Donc ça peut être simplement que les mâles vont être plus grands et plus gros que les femelles. C'est par exemple le cas chez les éléphants de mer. Ça peut aussi être l'évolution de structures un peu plus élaborées comme les bois chez les cerfs. Les bois chez les cerfs, ça va leur permettre de combattre. Et souvent, les combats sont assez ritualisés, comme on peut le voir sur la vidéo. C'est ritualisé dans le sens où les coups sont de moindre intensité. L'idée, c'est plus de déterminer qui va être le plus fort et d'éviter des blessures trop importantes. Il y a aussi le choix des femelles. Donc, comme je le rappelle, les femelles ont plus à perdre en se reproduisant avec un mâle de mauvaise qualité. Pour les femelles, elles devraient choisir un mâle qui leur permette d'avoir un nombre de petits important, mais aussi de survivre. Parce que oui, si elle meurt trop tôt, a priori, son nombre de petits va être plutôt faible. Et donc, suivant les espèces, on va avoir différents critères de choix. Il y a des espèces où les femelles vont choisir des mâles avec un grand territoire avec beaucoup de nourriture. Chez d'autres espèces où l'élevage des jeunes nécessite 2 parents, les femelles vont avoir plutôt tendance à choisir un mâle qui est un bon parent, entre guillemets. Enfin, chez d'autres espèces, les femelles vont avoir tendance à choisir des mâles qui leur offrent des cadeaux. Donc quand je dis cadeaux, c'est de la nourriture, c'est des proies. Et plus la proie va être grosse, plus la reproduction va durer longtemps. En même temps, c'est normal, elle est en train de manger. Et plus cette reproduction va durer longtemps, plus la probabilité que le sperme soit transféré est importante. Et pour la femelle, c'est tout bénef. Non seulement elle a de la nourriture, ce qui lui permet de pondre plus d'œufs, mais en plus, elle n'est pas obligée d'aller chasser et donc elle se met moins en danger. Quand la femelle obtient directement quelque chose, il est assez facile de comprendre ses choix. Par contre, c'est plus difficile si la femelle, a priori, n'obtient rien. Chez certaines espèces, les femelles ont tendance à choisir des mâles sur des critères physiques. Donc, prenons l'exemple du paon. Chez cette espèce, les femelles vont avoir tendance à choisir les mâles avec les plus longues queues, avec les queues les plus colorées, avec le plus d'ocelles, c'est les petits yeux sur les plumes des pans. Ces plumes sont plutôt voyantes, donc visibles des prédateurs. Et en plus, elles sont encombrantes. Imaginez une mariée qui doit s'échapper le jour de la cérémonie, a priori elle va pas trop aller loin. On l'explique par le fait que les mâles de bonne qualité sont les seuls qui sont capables à la fois de supporter cette queue voyante et encombrante et de survivre quand même. C'est le principe du handicap. L'idée derrière, c'est ok, si ce mâle-là, avec cet handicap-là, a réussi à survivre jusque-là, c'est qu'a priori il n'est pas trop mauvais. Et pas trop mauvais surtout sur le plan génétique. C'est la théorie des bons gènes. On est encore ici sur un exemple de communication. Parce que cette queue voyante, hyper colorée, ça donne finalement un signal à la femelle de bons gènes. La femelle, si elle choisit ce mâle, a plus de chances d'avoir des petits qui sont eux aussi bons sur le plan génétique. Donc au cours de cette vidéo, on a plutôt parlé du choix des femelles, car souvent la reproduction, elle est plus coûteuse pour les femelles que pour les mâles. Mais imaginons cette fois que la reproduction soit plus coûteuse pour le mâle. C'est le cas par exemple chez le criquet mormon. Chez cette espèce, le mâle produit un espèce de gros sac avec des spermatozoïdes qu'il va ensuite offrir à la femelle. Pour lui, créer ce gros sac, c'est coûteux en termes d'énergie et souvent il ne peut le faire qu'une fois. Comme la reproduction est plus coûteuse pour lui, chez cette espèce, c'est le mâle qui choisit la femelle. Donc voilà, j'espère vous avoir permis de mieux comprendre les concepts de votre programme. En attendant, restez chez vous, prenez soin de vous et à bientôt!